Bonjour à tous. Avec vous, docteur Koné Nouveau, nous décrypterons le volet économique de l'intervention du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly face aux médias. C'était hier. Alors, docteur Koné, vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, vous avez suivi, tout comme nous, la conférence de presse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le gouvernement de Côte d'Ivoire veut tout donner pour le social. En clair, le gouvernement veut réduire la pauvreté et les inégalités. Comment financer donc cette politique et contre la pauvreté et les inégalités? Merci. Dans le propos liminaire du Premier ministre hier, il a dit que des actions avaient été déjà menées en vue de réduire la pauvreté et les inégalités en Côte d'Ivoire. Il les a cités pêle-mêle: construction de logements, assainissement, eau potable, ainsi que quelques transferts de ressources à quelques familles pour leur subsistance momentanément. 35 000 familles. 35 000 francs par famille pour 35 000 familles. 36 000 familles pour 35 000 familles pour 36 000 francs par trimestre. Donc, ceci dit, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Mais la question de la pauvreté, la réduction de la pauvreté va au-delà de la simple question des transferts de ressources à des familles sous forme de subventions de subsistance. C'est-à-dire? C'est-à-dire que de plus en plus, on parle d'inégalité. Alors, quand on parle d'inégalité, on ouvre d'autres perspectives, on soulève d'autres questions qui sont des questions d'ordre de l'opportunité. Est-ce que chaque individu a la possibilité de se réaliser, d'atteindre ses buts? Autrement dit, l'accès de chaque individu à ce qu'il aspire le mieux pour lui-même, c'est son opportunité. L'idéal serait de faire en sorte qu'il y ait le moins d'obstacles possible entre les individus et le but qu'ils recherchent. D'un point de vue économique, ce serait quoi? Alors, concrètement, ceci voudrait dire quoi? Que si nous prenons par exemple la question des compétitions, des concours pour des positions sociales, il y a des barrières implicites, par exemple, telles que les frais de concours, qui sont évidemment des obstacles à la réalisation des buts des individus. Autrement dit, des mesures plus poussées devraient aller au-delà de la question de la notion de revenus, de redistribution des revenus, pour inclure la prise en compte de ce type de barrières qui empêchent les individus d'aller jusqu'à leur idéal. Alors aujourd'hui, par exemple, pour passer un certain nombre de concours, il faut payer un peu d'argent. Il faut payer un peu d'argent. Alors, vous pensez que dans la recherche de cette facilitation des opportunités, comme vous le dites, il faut que ces coûts peut-être soient revus à la baisse? Tout à fait, parce qu'ils discriminent finalement en faveur d'une certaine catégorie de personnes capables de pouvoir financer ces frais. Donc, réduire les inégalités ne se suffit pas de transférer des ressources, mais il faut bien regarder tout l'environnement. C'est bien de construire des centres de santé, mais leur répartition géographique également, parce qu'on a l'opportunité de se faire soigner. Si la distance qui nous sépare, par exemple, du lieu où nous procurons les soins, n'est pas, elle aussi, je vais dire, une barrière. Si le centre, par exemple, n'est pas le plus éloigné possible. Donc cette distance, autant dire qu'il faut rapprocher au mieux, par exemple, les infrastructures qui sont créées des populations. C'est en cela que nous parlons d'opportunités en termes de réduction des inégalités. Alors, comment réduit-on la pauvreté? Comment finance-t-on cette politique-là? Évidemment. De réduction de la pauvreté et des inégalités? Évidemment, la question du financement, c'est une question de ressources intérieures. Parce que vous aurez bien compris que de plus en plus, on ne peut pas compter sur les appuis extérieurs pour financer des questions autres que celles, dans un proche avenir, de l'environnement ou de l'écologie. La plupart des flux financiers, sous forme de dons ou d'aide au développement en direction de certains pays, auraient peut-être pour priorité les questions écologiques ou environnementales. Donc c'est certain que c'est essentiellement sur fonds propres que la réduction de la pauvreté est financée. Alors, le Premier ministre a dit également que sur les 2 millions d'emplois créés ces dernières années, qu'il y a 617 000 qui ont été créés dans le secteur formel. Que
je vais reprendre cette question-là. Alors, le Premier ministre a également dit que sur les 2 millions d'emplois créés ces dernières années, 617 000 emplois formels ont été créés. Vous trouvez cela suffisant ou pas? Non, ce ne peut pas être suffisant. Parce qu'il a donné également le chiffre des nouveaux demandeurs d'emploi qui entrent sur le marché chaque année. 400 000 environ. Ouais. Ce chiffre croît, évidemment. Donc, on ne peut pas dire que c'est suffisant. À ce niveau, effectivement, il y a encore bien d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors, il a parlé de la jeunesse. Disons que s'agissant de la jeunesse, il fallait les inciter à s'auto-employer à la limite et qu'ils pensaient que le secteur de l'économie numérique était bienvenu et que dans ce secteur, il y a un potentiel. Il y a certainement des créateurs, des innovateurs. Et donc, de ce point de vue, je pense que ceci est faisable, mais pas que seulement dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'agriculture existe. Il faut également qu'il y ait des innovations en agriculture. Et la jeunesse, je pense, est capable d'innover en agriculture. Ce que je voudrais dire, c'est que pour promouvoir l'auto-emploi au niveau de la jeunesse, il faut les encourager à innover, à créer. Ceci pourrait prendre la forme, par exemple, des thématiques précises que le gouvernement lancerait à l'endroit des jeunes créateurs, que ce soit au niveau de l'agro-industrie, de la préservation des sols, pour parler de l'agriculture, il a parlé de la transformation, ainsi de suite. Alors, et c'est sûr que des idées nouvelles émergeraient et qui chercheraient donc à être financées. Comment les jeunes pourraient-ils créer s'ils n'ont pas les moyens de créer? Mais c'est pour ça que nous allons revenir toujours à la question du financement. Et si nous avons la prétention de vouloir aider la jeunesse à s'auto-employer par sa propre créativité, il faudrait qu'on l'accompagne avec les moyens conséquents. Très bien. Alors, le gouvernement, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l'État d'avoir un meilleur contrôle sur les finances publiques. On peut dire que ça pourrait aider à financer le social. Oui, la question des finances publiques est une question permanente. Hein? C'est une question permanente. C'est la question des déficits. Il a dit que le pays n'était pas encore endetté jusqu'à saturation. Oui, 42%. À 42% par rapport à la norme communautaire. Donc il y a encore une bonne marge. Il y a encore une marge. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'endetter tout azimut. Il a dit que l'endettement devrait être productif et l'endettement donc devrait être utile. C'est ce qui est d'ailleurs très vrai. Évidemment, si nous voulons financer le développement que nous aspirons à voir, il faudrait que nous comptions sur nos ressources propres. Et qui parle de ressources, parle de recettes qui sont prélevées sur les citoyens. Ça suppose qu'il y ait une rigueur dans le mode de collecte de ces recettes. Il a fait allusion à l'incivisme fiscal. Ouais, tout à fait. Pour dire, nous allons exiger que tout le monde ait le civisme fiscal, que chacun paye donc ses impôts régulièrement. C'est une bonne chose, parce qu'il n'y a que ça qui pourra garantir la poursuite de tout ce qui est en train d'être annoncé, parce que les appuis extérieurs, ce n'est plus très sûr. Docteur Koné, comment comprendre que les fondamentaux de l'économie ivoirienne sont solides, comme l'a réitéré hier le Premier ministre, et en même temps, on voit que le gouvernement a assez de mal à conduire sa politique sociale? Bon, à mon avis, c'est une question de volonté. Parce que quand on dit que les fondamentaux sont ouverts, que tout va pour le mieux, on parlait beaucoup de la croissance économique qui est en moyenne autour de 8%. Ça veut dire que l'enrichissement du pays globalement s'est fait régulièrement. Donc la question de la répartition va toujours finir par se poser. À partir de ce moment, il y a des choix à opérer. Il y a des choix à opérer, c'est pour ça que je parle de volonté. Il faut peut-être procéder à des réaffectations de ressources en fonction des priorités qu'on se sera fixées. Toute dernière préoccupation, vous qui avez suivi en tant qu'économiste cette intervention, globalement, comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que sur des questions économiques, vous avez été convaincu par le Premier ministre, par exemple? Convaincu, bon, qu'est-ce que je peux dire à ce niveau? J'ai écouté, j'ai bien suivi. Pour le court terme, il y a des mesures qui sont possibles, et je pense que
C'est celle-là qu'il a annoncée, mais pour le moyen long terme, il n'a pas dit grand-chose. J'ai cru entendre que les départements ministériels étaient au travail pour cibler des projets et des modes d'intervention précis et bien ciblés en faveur des populations. Donc pour le court terme, évidemment, nous sommes déjà au 3e trimestre de l'année 2018. Et il n'y a que jusqu'à 2020, il n'y a qu'un an et un trimestre encore. On ne peut que mener des actions d'urgence. On ne peut pas faire de véritables réformes sur un an et un trimestre. Donc nous sommes dans la conjoncture et je pense que c'est la conjoncture qu'il gère. Très bien. Merci et très bonne journée, Dr Koné. Merci beaucoup. Bonne journée.